Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous mensuel. Prenez date dans vos agendas, on se donnera rendez-vous désormais tous les premiers mardis du mois de 18h à 19h dans Territoire d'élus. Territoire d'élus, c'est quoi ? C'est la parole à nos élus. Alors ici, pas de base politique, il n'est pas question de faire des débats interminables. L'idée, c'est tout simplement de désacraliser et de comprendre un peu mieux les élus qui nous entourent. Et à tout seigneur, tout honneur, aujourd'hui, c'est l'association des maires de l'arrondissement de Chambéry qui d'ailleurs sponsorise l'émission qui vont nous accompagner pendant une heure avec donc bien sûr son président Luc Berthoud. Bonsoir Luc. Bonsoir à tous. Et son président d'honneur bien sûr Claude Giroux. Bonsoir Claude. Bonsoir aux auditeurs de Grand Lac et bonsoir à tout le monde. C'est formidable de pouvoir vous avoir tous les deux pour cette première de Territoire d'élus, puisque du coup là vraiment on est dans le vif du sujet. On va refaire très très brièvement les CV. Luc Berthoud, vous êtes maire de la Motte-Servolex depuis 2008. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre parcours politique ? Oui, c'est un engagement qui remonte à quelques années en arrière, à l'occasion d'élections présidentielles où je me suis ouvert à la politique. C'était en 1981 et j'ai écouté les différents candidats. Et puis j'ai eu un coup de cœur, une passion pour Jacques Chirac et mon engagement militant a démarré comme cela. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai eu l'occasion de faire du journalisme et puis de m'impliquer un peu plus au sein de ma commune, la Motte-Servolex, et d'en devenir le maire en 2008. En 2008, donc, vous êtes à quoi ? Vous êtes à 4 mandats là ? C'est votre 4e mandat ? Alors je commence le 3e. 3e mandat, excusez-moi, tous les 6 ans, veuillez m'excuser. Claude Giroux, vous, 7 mandats, 7 mandats, maire d'Albins. Racontez-nous un peu votre... Simplement, la vie publique, ça a toujours été pour moi une passion qui a commencé, j'avais un tout petit peu plus de 10 ans, lorsque le général de Gaulle a pris des responsabilités alors que des difficultés importantes avaient lieu en Algérie. Et depuis, je n'ai pas cessé de me préoccuper de la vie publique au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, et puis bien sûr au niveau des mairies. Et je crois que la passion au niveau des mairies, elle envahit tous les maires qui sont en exercice. Pourquoi ? Parce que c'est une activité qui prend tous les jours, si l'on veut faire son travail correctement, du lundi matin au dimanche soir, avec des moments agréables. Par exemple, un mariage. Par exemple, l'inauguration d'un équipement pour lequel on a travaillé pendant des années. C'est important. Et puis, des solutions trouvées aux problèmes quotidiens de nos particuliers, de nos habitants. Alors, vous allez me dire, des moments agréables, mais aussi des moments plus tristes, des moments que l'on n'aurait pas voulu vivre. Et lorsqu'on me pose la question, quel est le moment le plus difficile de votre carrière de maire depuis 1977, eh bien je réponds, ce sont les soirs ou les nuits où j'ai dû aller prévenir des parents du décès accidentel de leur fille ou de leur fils. Ces moments, je ne les oublie jamais et je crois que je ne les oublierai jamais. Ce sont des moments très difficiles, mais ça fait partie des responsabilités d'un maire, d'un élu. Vous faites bien de le préciser, effectivement, parce que c'est des notions que moi, en tout cas, j'étais à milieu d'imaginer, effectivement, que ce genre de drame pouvait, effectivement, se produire et qu'effectivement, vous puissiez être porte-parole de cela. 43 ans élu, Claude Giroux. J'avais vu une interview de vous sur Savoie News et vous disiez qu'effectivement, voilà, il y avait un avant, un après, le rôle de maire ne se fait plus de la même manière. C'est quoi votre analyse par rapport à ce rôle de maire ? Bien, le rôle de maire au niveau humain reste le même. Le maire doit être engagé auprès des habitants, leur tendre la main lorsqu'ils ont des difficultés, pour les aider à trouver des solutions pour l'emploi, pour leurs enfants, pour leur santé souvent, et puis pour les équipements de l'ensemble de la commune. Les choses ont beaucoup évolué. Pourquoi ? Par les lois de décentralisation de 1982. 1982, transfert de compétences de l'État en direction des régions, des départements et des communes.
les maires ont eu à ce moment-là beaucoup plus de responsabilités, les responsabilités en matière d'urbanisme, etc. Et puis on constate dans les années qui ont suivi une reprise en main du pouvoir par l'État centralisateur, des transferts de compétences à la région, au département et aux grandes agglomérations. Et finalement, les maires ont beaucoup moins de compétences aujourd'hui qu'ils en avaient, à mon avis, avant 1982. Donc on a vécu une période extraordinaire, mais aujourd'hui, on a tendance à considérer le maire plus comme un administratif qu'un créateur dans sa commune, créateur d'emplois, créateur de richesses, et puis réalisant des équipements indispensables à la vie de tous les jours. Luc Berthoud, pour rebondir sur les propos donc de Claude Giroux, effectivement aujourd'hui on s'aperçoit donc qu'il y a un conseil départemental, un conseil régional, une communauté d'agglomération, une mairie. Quel est le pouvoir du maire autour de tout ça ? Je crois qu'il reste au cœur de l'ensemble de ce millefeuille territorial tel qu'on se plaît à le décrire et à le vivre en France. Claude a dit l'essentiel. Avant, il y avait peut-être effectivement des maires qui étaient plus des bâtisseurs. Et maintenant, on est plus à la recherche de maires gestionnaires. C'est sûrement les signes d'une époque où on voit qu'il y a un État qui a ses propres limites. On l'a vu pendant la gestion de la crise sanitaire. Et où, effectivement, on a trouvé des couples région-commune, département-commune et intercommunalité commune. Et je pense que la commune reste quand même au cœur de l'ensemble de ce dispositif, même si son rôle et le rôle du maire a évolué. Mais pour autant, c'est la proximité, c'est le lien avec les habitants. Vous passez dans les rues de votre commune, il n'est pas rare que des élèves dans la cour d'école, que des gens sur le marché disent « Ah, il y a le maire ». On ne dit pas ça de son conseiller départemental ou de son conseiller régional. Non, c'est vrai qu'on le dit un peu moins. Voilà, on y a un attachement qui reste particulier. Et bien sûr, on est en lien avec ces différentes institutions en fonction des compétences. Il y a eu des clarifications pour que chacun intervienne sur son niveau de compétence. Je pense notamment à l'économie, où la région a été reconnue, le département a dû s'effacer et où les communautés d'agglomération sont montées aussi en puissance. Mais pour autant, voilà, le concret, la proximité, le rôle de facilitateur, je pense, qui continue et qui continuera d'être au niveau de la mairie et de ses représentants. On est en mars 2020, une pandémie mondiale frappe la France. Vous êtes maire de communes de moyenne importance, la Motte-Servolex, 4e, je crois, en termes de population commune de Savoie. Albin, c'est un peu moins. Qu'est-ce qui se passe quand on est maire d'une commune, quand on dirige une commune et qu'on s'apprête à tout fermer et qu'effectivement, c'est complètement sans précédent. Quelle a été votre réaction ? De quelle manière vous avez appréhendé votre rôle à ce moment-là ? Je pense que, comme beaucoup de nos concitoyens, pour pas dire tous, ça a été d'abord un immense effet de sidération. On se demandait ce qui nous tombait sur la tête comme un coup de massue. Et puis après, ça a été de se dire, à ma place, et il faut que je sois dans mon poste de commandement, dans ma tour de vigie, et que je sois là pour à la fois organiser mes propres services et répondre à ma population qui va être désemparée, et répondre sans avoir forcément tous les éléments de réponse. Il nous en manquait même beaucoup. C'est pas simple. C'est extrêmement compliqué de devoir rassurer les gens quand nous-mêmes, on n'a pas les éléments, qui plus est parfois, et j'en veux à personne, c'est tombé sur le ciel est tombé sur la tête de tout le monde, avec des directives au niveau national, gouvernemental, contradictoires suivant les prises de parole qui, une fois d'un président, d'un premier ministre ou d'un ministre chargé de la santé, tel ou tel de la santé, ou je pourrais prendre l'éducation nationale. En plus, oui. Et quand en 72 heures, il y a plusieurs prises de parole avec des recommandations, des observations, des directives différentes, puis après de dire finalement c'est le couple préfet-maire qui va prendre des décisions sur le terrain, je peux vous dire que ça fait encore un peu plus prendre des cheveux blancs quand on en a déjà. En tous les cas, c'est une période à nul autre égale. Claude Giroux, vous voulez rebondir sur les propos de Luc Berthoud ? Sans spécialement rebondir sur les propos de Luc Berthoud, dire que lorsqu'une difficulté majeure intervient, mais même lorsque la difficulté n'est pas majeure, ce qui est important, c'est de regarder l'histoire.
de regarder l'histoire, et lorsqu'on parle d'une épidémie, eh bien, il y a eu d'autres épidémies dans l'histoire, il y a eu des précédents, et il est important de regarder ce qui s'est passé pour avoir un comportement adapté à la situation. Ne pas perdre son sang-froid, c'est fondamental. J'avais déjà eu dans ma commune un moment très difficile. Une information un matin, l'eau est polluée dans votre commune, c'est très grave, il y a des risques de décès notamment au niveau des enfants. Eh bien ce jour-là, bien sûr, on est un petit peu bouleversé, mais il ne faut pas perdre son sang-froid et voir comment on va réagir, comment on va faire face, quelles sont les initiatives à prendre. Et à cette occasion, j'ai été bien aidé par les services de l'administration, bien sûr, de l'État, mais également par des sociétés privées. À ce moment-là, dans la commune d'Albens, l'eau était assurée par la SOR, qui avait une expérience nationale et régionale, et nous avons fait face aux difficultés. Lorsque l'épidémie est arrivée, je crois que la situation était peut-être à une dimension plus importante, mais au niveau de la commune, puisqu'aujourd'hui on est là pour parler des communes, la difficulté était identique, c'est-à-dire faire face, comment écouter les conseils de l'État et non pas les ordres de l'État, les conseils de chacun, les conseils des médecins, téléphoner aux médecins, savoir ce qu'ils en pensent, quels sont les conseils qu'ils donnent, quelle est la gravité, quel comportement on doit avoir, etc. Eh bien, cette responsabilité pèse sur les épaules, et je peux vous assurer que si certains autour de cette table peuvent dire que je dors facilement lorsqu'on me laisse tranquille, eh bien dans ces périodes-là, eh bien j'ai eu du mal à trouver quelques minutes de repos. L'association des maires de l'arrondissement de Chambéry regroupe après vraiment plus de 150 membres, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. À quoi ça sert cette association ? Parce que du coup, on a déjà des territoires Grand Lac, on a un Grand Chambéry, on a des tas de choses. En quoi elle est utile, cette association ? Alors, c'est une des associations qui constitue la fédération départementale, puisqu'à côté de ça, il y a les maires du bassin d'Albertville, il y a le syndicat du Pays de Maurienne et l'association des maires de Tarentaise-Vanoise. L'arrondissement de Chambéry regroupe effectivement le plus grand nombre de maires, avec 151 sur les 272 de Savoie. C'est avant tout un réseau d'entraide, de solidarité, d'amitié, puisqu'on peut être dans des exercices de mandat municipal, mais on peut se sentir isolé, et donc il y a des échanges d'expériences qui peuvent se faire, des meilleures connaissances, et donc c'est déjà le premier élément, c'est de fédérer entre nous et de pouvoir, en dehors de tout schéma partisan, puisque la politique est mise de côté, bien entendu, c'est d'avoir des sujets de préoccupation communs et de les défendre et de les faire remonter. Après, effectivement, il y a une histoire qui fait qu'avec les vallées, on a cette configuration-là, mais dans le droit fil du travail qu'a impulsé Claude Giroux, on travaille à une fédération unique sur la Savoie, puisque on reste un exemple un peu original au niveau national. Et puis, ça nous sert aussi de pouvoir faire entendre la voix de nos territoires vis-à-vis de l'association des maires de France, qui dirigée par Monsieur Barouin. Voilà, et qui va se réunir dans son congrès les 17, 18 et 19 novembre prochains. Alors, qu'est-ce qu'on aborde justement dans ces réunions ? Vous parliez justement de pots communs au niveau des idées. Qu'est-ce qu'on aborde ? Déjà, est-ce que ça se fait d'une manière, vous donnez rendez-vous une fois par mois ? Expliquez-nous un petit peu comment ça s'articule. Oui, Claude en parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'il a un passé, et je suis très heureux qu'il a accepté d'être président d'honneur de notre association. La période pandémique a fait que il y a eu une élection qui s'est passée dans des circonstances particulières, mais l'idée est bien d'avoir des suivis réguliers, de façon à faire entendre notre voix par rapport aux nouvelles réglementations de l'État. On pourrait parler de tout ce qui touche à l'urbanisme, où on nous demande beaucoup de choses et son contraire, de participer à un plan de relance et donc d'aider les entreprises à s'implanter, de créer du logement notamment social, et puis en même temps on nous dit surtout de plus rien artificialiser et de laisser le territoire et de conserver les terrains tels qu'ils sont. C'est sûrement le sens de l'histoire, mais comment on fait pour résoudre ? Et plutôt que de les résoudre ou d'avoir des questions chacun de notre côté, on les met en commun, on fait entendre notre voix auprès des représentants de l'État,
à plusieurs reprises, le directeur académique des services de l'éducation nationale est passé par le biais des présidents des présidents des fédérations de maires pour faire passer des messages, notamment sur la reprise des protocoles, sur les différents projets que l'État a lancés, notamment avec de pouvoir doter les écoles sur un socle numérique de base. Et donc, on est les relais tout trouvés, particuliers, directs, des services de l'État aussi, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, entre nous, pour faire des échanges sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on peut mettre en commun et échanger nos expériences. Oui, alors comme l'a très bien dit Luc Berthoud, c'est en quelque sorte une association qui crée une solidarité entre les élus, entre les maires, pour faire face aux difficultés de chaque jour, pour trouver des solutions. Et cette association permet aussi aux maires de profiter des expériences des autres dans tous les domaines, dans les projets qui sont réalisés, dans l'animation. Je me tourne en regardant les responsables de Grand Lac, mais dans l'ensemble des domaines, et puis de faire des propositions, des suggestions à l'État par l'intermédiaire du préfet et par l'intermédiaire de l'Association nationale des maires de France. Cela est très important parce qu'un maire seul dans sa commune, surtout lorsqu'il a peu d'expérience, rencontre d'énormes difficultés sur beaucoup de sujets et il est très content et très satisfait de pouvoir appeler un collègue qui a eu les mêmes difficultés que lui, d'appeler l'association des maires pour savoir quel comportement il doit avoir en face des problèmes qu'il rencontre, et puis peut-être avoir des suggestions sur des projets qui se réalisent. On a à l'occasion de réunions d'associations de maires, des maires qui se sont exprimés sur des réalisations qu'ils ont fait, et d'autres qui se sont dit, tiens, je n'y avais pas pensé, je vais faire pareil dans ma commune. C'est donc un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre exceptionnel pour les maires où, en dehors de toute sensibilité politique, chacun essaye d'apporter aux autres. Vous êtes sur Radio Grand Lac, on va faire une petite pause musicale et puis on va revenir immédiatement avec Luc Berthoud et Claude Giroux pour continuer à parler de nos territoires d'élus. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. On est de retour sur Radio Grand Lac 92.1. C'est votre nouveau rendez-vous, une fois par mois, tous les premiers mardis du mois. Territoire d'élus, votre émission politique avec des politiques locales. Et cette association nous est présentée par l'association des maires de Savoie de l'arrondissement de Chambéry. Et nous sommes ce soir donc avec Luc Berthoud, président de l'association des maires de l'arrondissement de Chambéry, ainsi que Claude Giroux, le président d'honneur. On a évoqué le rôle du maire pendant cette première partie d'émission. Il y a un rôle qui vous tient à cœur, Luc Berthoud, un rôle sur lequel vous êtes employé maintenant depuis quelques mois. Ce rôle, c'est celui du président de l'OPAC. Alors, on sait ce que c'est que l'OPAC de Savoie, comme ça, parce qu'effectivement, on le voit. Lorsqu'on déambule dans les rues, on voit des petits écriteaux OPAC. On sait tous plus ou moins en veille ce que c'est que l'OPAC, mais est-ce qu'on peut savoir précisément ce que c'est que l'OPAC ? Oui, c'est d'abord une équipe, c'est des personnes, des agents compétents, 265 agents qui sont disponibles pour ceux qui sont accueillis dans les 20 000 logements que l'OPAC possède, crée, rénove sur le département de la Savoie, ce qui revient à dire que un Savoyard ou Savoyarde sur 10 est logé par l'OPAC de la Savoie. Ah oui, c'est quand même 1 sur 10, ça commence à faire. Donc du coup, l'OPAC de Savoie, aujourd'hui, donc c'est un grand logeur, c'est un gestionnaire, c'est un constructeur, c'est un aménageur donc de territoire, finalement. Comment est-ce qu'on répond à la demande de logement quand on sait à quel point on est dans un territoire où c'est tendu d'un point de vue immobilier. Le territoire de Chambéry, le territoire d'Aix-les-Bains sont de plus en plus prisés par la France entière. On a de plus en plus de personnes qui viennent de l'extérieur. Et là-dedans, il faut aussi répondre à une demande sociale. Alors, de quelle manière on entreprend ce défi ? Déjà, en créant forcément de la frustration, puisque sur le bassin de Chambéry, quand il y a un logement de l'OPAC qui se libère, il y a 13 demandes. Sur Aix, le bassin aixois, quand un logement se libère, il y a 9 personnes, 9 couples, 9 familles qui demandent à être logées. Donc on voit le travail, il est immense.
On n'est pas les seuls dans le domaine du logement social, il y a d'autres bailleurs. Nous, on est notre collectivité de rattachement et le conseil départemental, et donc on a cette vision, et on essaye bien sûr de parler avec les autres bailleurs et de s'organiser pour créer des logements, et ça commence par un aspect qui est très délicat, qui a pris d'autant plus de complexité, qui est de posséder, d'acheter, d'acquérir du foncier, pour pouvoir après, bien sûr, construire à côté des rénovations qui sont aussi importantes et qui mobilisent des moyens forts de l'OPAC de la Savoie. Pour justement ce rôle de développement de foncier, pour aller chercher du foncier justement, est-ce que c'est là que votre rôle de président d'association des maires d'arrondissement de Chambéry peut justement activer une manette? Parce que pour le coup, est-ce que ce sera plus des maires qui seront enclins à libérer du foncier pour permettre à l'OPAC de s'installer? Alors l'OPAC est présent dans 200 communes en Savoie, donc en dehors même de l'arrondissement des maires de Chambéry, bien entendu. L'idée est de travailler en parfaite collaboration avec les collègues maires, qui soient de tout le territoire, et aussi les intercommunalités qui ont pris de plus en plus d'importance par les communautés de communes ou les communautés d'agglomération. Mais l'idée fondamentale est de, sans être en rivalité, mais on se retrouve quand même en compétition avec des promoteurs privés. Et je crois qu'on est touché actuellement par une frénésie qui entraîne des prix de vente du terrain sur des proportions qui ne sont tout sauf raisonnables. Et je pense qu'il faut aussi qu'on discute avec la fédération départementale des promoteurs immobiliers, et avec les promoteurs locaux, ça se passe plutôt bien, mais il y a un tel appétit qu'on voit des promoteurs qui viennent d'ailleurs et qui veulent à tout prix s'implanter et qui achètent des parcelles très, voire trop chères pour des opérations qui ne trouveront à un moment ou l'autre plus leur équilibre. C'est une bonne remarque. À ce propos, donc, l'OPAC de Savoie, les futurs projets justement immobiliers, il y en a un qui est quand même d'importance, qui se fait sur Montmélian actuellement, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Grésivaudan. Alors c'est la réhabilitation grâce à une réponse à un appel à manifestation d'intérêt lancé par le gouvernement dans les différents plans de relance. Et effectivement, nous avons la chance d'avoir été retenus pour rénover 99 logements, des rénovations lourdes, thermiques, pour pouvoir répondre aux exigences de demain et d'après-demain. Est-ce que justement demain et après-demain, il y a d'autres projets qui sont en cours? Est-ce qu'il y a la possibilité d'entrevoir peut-être d'autres constructions, d'autres rénovations sur le territoire? Oui, bien sûr. À chaque bureau de l'OPAC, il y a toute une liste de projets en cours que nous suivons, et bien sûr d'autres en création, où on vient demander avec le directeur général la validation du bureau ou du conseil d'administration. Donc soyez rassurés, même si l'effort il est à démultiplier sur tout le territoire. L'OPAC, comme les autres bailleurs, comme je pourrais citer Cristal Habitat ou Savoisienne Habitat, ont des projets. On se parle d'ailleurs bien, les directeurs travaillent entre eux, et on s'entend bien avec les différents présidents pour avoir cette unité pour défendre le logement social en Savoie, en faire sa promotion et son développement. Dans ce tandem, on a aussi Claude Giraud. Claude Giraud, vous avez été président de l'OPAC de Savoie pendant aussi un bon moment. Alors c'est pour moi l'occasion de rappeler le rôle super important du logement dans la vie d'une famille. Un bon logement, c'est un pas vers le bonheur, j'aime dire. Car nos familles recherchent un logement, de plus en plus recherchent un logement avec un petit bout de terrain, un petit bout de jardin, pour le potager, pour les enfants, etc., etc. Et dans ce département où la croissance démographique est très forte, on a deux grands soucis au niveau du logement. Alors le logement est assuré par le public, comme l'OPAC de la Savoie, il est aussi assuré par le privé. Chaque particulier peut construire une maison, acheter un terrain, construire une maison, acheter un appartement dans du privé, et d'autres préfèrent la location dans le privé ou dans le public, à travers donc l'OPAC de la Savoie. Mais je pensais à la qualité du logement. Car si le logement, pour moi, c'est un pas vers le bonheur, on peut le trouver de deux façons. La première façon, c'est en ayant un nouveau logement que l'on a trouvé, qui peut être neuf ou ancien. Et puis deuxièmement, pour tous les Savoyards qui habitent dans des logements en Savoie, la priorité doit être d'améliorer ce qui existe.
dans cette période où, par exemple, le chauffage coûte de plus en plus cher, l'électricité également, les travaux qui peuvent être faits, des travaux d'isolation, des travaux les plus divers dans un logement pour les personnes qui deviennent des seniors, la transformation de la baignoire en douche, etc., etc. Plein de travaux. Eh bien, améliorer ce qui existe, c'est apporter à tous les habitants de la Savoie des possibilités de vivre mieux. Et pour cela, l'OPAC de la Savoie, par exemple, est financé de deux façons. Premièrement, par les loyers des locataires. Deuxièmement, par les subventions qui peuvent être données par le département, qui peuvent être données par la région, par les agglomérations ou par les communes. Cela permet de faire des travaux d'amélioration. Cela permet de construire de nouveaux logements. Il y a un besoin de logement qui est de plus en plus important dans notre département, pas dans tous les secteurs. Je cite certains secteurs où on a des logements qui sont vides, où on ne trouve pas de locataires. C'est par exemple le cas de Modane, c'est le cas également de Moutier ou d'autres petites communes de ces territoires. Mais globalement, notamment dans le sillon alpin, Aix-les-Bains, Chambéry, Montmélian, on a une très forte demande et on a du mal à faire face. Est-ce qu'avec l'évolution justement du transport, notamment celui du Lyon-Turin, est-ce que justement on ne devrait pas commencer à résoudre un certain nombre de problèmes ? Est-ce que justement à Modane, lorsqu'il y aura le Lyon-Turin, on peut imaginer qu'il y aura aussi une partie de la population qui va quand même se déplacer tout doucement en Maurienne ? Vous avez tout à fait raison. Dans le droit fil de ce que vient de dire Claude Giroux, effectivement, il y a des secteurs qui sont moins en pointe, mais du côté de Saint-Jean-de-Maurienne, de Modane, on sait que le Lyon-Turin va permettre, pour accueillir les travailleurs qui vont être sur ce chantier, de mettre à disposition des logements. On a commencé dans un récent bureau de l'OPAC à une première convention qui porte sur 6 logements, c'est le lancement, avec l'association La Sasson, de façon à pouvoir accueillir des personnes qui, dans ces logements qui étaient vacants. Et je crois que, puisqu'on parle de cela, peut-être simplement dire qu'il faut toujours se rappeler de ceux qui étaient là avant nous. Je pense en termes de direction à messieurs Jans ou Charles Vinit, et en termes de président à Robert Clair, à Michel Dantin, à Thierry Repentin, et bien sûr Claude Giroux. Et Jacques Auchard. Et Jacques Auchard, je vais surtout pas à la oublier. Rolex, tu peux pas oublier Jacques. De mentionner. Je sais combien tu l'aimes. Voilà, et je voulais finir par lui. Il y a peut-être un peu de ça qui, dans mon engagement, Jacques Auchard qui a été président, et puis Claude, parce que vous avez compris, quand Claude Giroux occupe un poste, et vous allez tout de suite après. Voilà, il m'attrape très amicalement et très gentiment, et il fait une superbe passation. Donc là, je voulais le remercier, et puis peut-être dire que le mardi 14 décembre, on fêtera les 70 ans de l'OPAC de la Savoie au Manège à Chambéry. Donc une belle manifestation. Ce sera une manifestation publique. Est-ce que tout le monde... Alors c'est une manifestation publique par rapport qui s'adressera à nos partenaires, mais d'abord et en premier lieu à l'ensemble des équipes de l'OPAC de la Savoie, bien sûr, mais ouvert aux partenaires. Il y aura une table ronde où on espère avoir le président de Grand Lac et maire d'Aix-les-Bains. Il nous a donné sa confirmation, Martine Berthet, Jean-Loup Patriarche, pour faire une table ronde. On aura un climatologue qui viendra nous emmener un petit peu sur demain. Il y a donc un joli programme pour marquer cette étape. 14 décembre 2021, au Manège de Chambéry, les 70 ans de l'OPAC de Savoie. Vous êtes sur Radio Grand Lac, on se retrouve après une courte pause musicale dans Territoire d'élus. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac 92.1. Allez, de retour sur Radio Grand Lac 92.1 pour cette dernière partie d'heure de notre nouvelle émission que je vous invite à noter dans vos agendas tous les premiers mardis du mois de 18h à 19h, Territoire d'élus. Et ce soir, ce sont donc le président d'honneur et le président, donc à savoir Luc Berthoud et Claude Giroux, qui nous accompagnent, président donc de l'association des maires de l'arrondissement de Chambéry. Et on était en train d'évoquer en off d'une belle réussite de notre territoire, puisqu'il s'agissait de Savoie Technolac. Et je profite d'avoir Luc Berthoud, qui a été un référent donc de Technolac pendant un certain nombre d'années, qu'il est d'ailleurs toujours, pour pouvoir nous parler, parce qu'en fait, on sait tous ce qu'est Technolac, mais qu'est-ce que c'est réellement, en fait ? C'est une ancienne base aérienne. Je pense qu'il faut démarrer par là, et Claude Giroux, qui a vécu cette période-là, à côté de Michel Barnier, Jean-Pierre Vial notamment, au niveau du département, se sont retrouvés face à
une décision gouvernementale qui fermait la base aérienne en 1985 avec un traumatisme pour les territoires qui accueillent cette base, notamment le Bourget du Lac, de voir partir l'ensemble des militaires et de leurs familles qui participaient à la dynamique du territoire. Et puis le département a travaillé, a regardé ce qui se passait ailleurs, a voulu faire un petit peu une Silicon Valley à la dimension de notre département, et a développé un pôle d'excellence dans les réseaux numériques, le développement durable, les énergies renouvelables. Vous vous rendez compte, il y a 35 ans, il y a eu des précurseurs, dont Claude Giraud font partie, qui se sont dit qu'il fallait aller sur ces axes-là dont on parle maintenant, matin, midi et soir, dans la presse, sur les radios. Notre quotidien. Voilà, ils ont eu cette intuition, ils ont été vraiment des pionniers. Et on le voit bien, notamment on accueille une société qui s'appelle Attaway, qui est sur l'hydrogène, où là aussi il ne se passe pas 2 fois dans une journée ou 3 qu'il y ait des reportages sur cette énergie prometteuse. À l'époque, on est donc en 1985, 86, 87, on décide donc de miser sur ces nouvelles technologies, parce que à l'époque on est vraiment aux prémices de quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu cette idée-là, et surtout, est-ce que ça a répondu immédiatement ? Ça a répondu très rapidement, parce que il y a dans la vie publique un besoin d'imagination. Un besoin d'imagination, bien sûr, pour la vie économique, mais aussi pour la vie de tous les jours. Et à partir du moment où on a eu cette idée, on a rencontré des responsables nationaux qui nous ont fait part d'expériences qui étaient menées ailleurs, et on s'est dit, pourquoi pas chez nous ? Pourquoi pas chez nous ? Et dans cette période où Michel Barnier était aux manettes du département, j'avais eu la chance de travailler longuement à ses côtés, on s'est dit, finalement, cette base militaire de l'armée de l'air, quelle vocation on peut lui donner ? Elle est située à proximité du lac. Il y a donc 2 hypothèses, ou véritablement une économie spécialisée, ou une économie touristique. Et puis, on a fait le choix de cette première catégorie. Et si on peut dire, ensuite, on est allé à la pêche de personnes, de chefs d'entreprise qui voulaient créer des entreprises, ou qui voulaient transférer des entreprises, ou qui voulaient agrandir des entreprises. Et c'est comme ça qu'est né Technolac. Et nous pouvons nous en réjouir, parce qu'aujourd'hui, ça représente beaucoup d'emplois, bien sûr, mais aussi de la richesse. Car lorsque vous créez une entreprise, vous créez des emplois pour les familles, de la richesse pour les familles, mais vous créez aussi de la richesse pour les collectivités, à travers la fiscalité, à travers la TVA, à travers tous les impôts. Et à partir du moment où on s'est créé chez soi, dans son département, dans son agglomération, dans sa commune, eh bien, on apporte à la population locale. Et si aujourd'hui, on trouve sur Technolac non seulement des entreprises, mais je pense que Luc va nous en parler, mais un transfert d'université avec de nombreux jeunes qui fréquentent les universités sur Savoie Technolac, c'est vraiment formidable ce qui s'est passé. Et lorsque vous faites quelques pas en arrière, vous vous rendez compte que lorsque l'État a décidé de supprimer la base aérienne, il n'y avait plus rien. Il y a effectivement plusieurs milliers de personnes aujourd'hui qui se rendent à Technolac, soit pour y étudier, soit pour y travailler. On parlait de l'université, mais je crois que c'est pas la seule école. Non, bien sûr, on peut en citer d'autres, mais je voudrais pas en oublier. Si je dis les arts et métiers, si je dis l'INSEC, si je dis l'ensemble des IUT, même de façon provisoire, mais l'école Perfit, voilà. Bien sûr, oui. Donc de passage entre Aix et Chambéry, en faisant une halte sur la mode Servolex dans le dernier bâtiment Supernova. C'est 10 000 technopolitains qui, effectivement, chaque jour... 10 000 technopolitains, dont la moitié, en gros, pour l'université, le reste des salariés des 260 entreprises qui sont présentes sur ce territoire. Et en sachant
J'ai cité tout à l'heure les élus qui ont été précurseurs, qu'il y a aussi du côté de certaines techniciens ou hauts fonctionnaires. Je pense à André Jeunet pour la Société d'aménagement de la Savoie, Jean-Jacques Duchesne qui a été directeur général, qui est aux côtés des élus, ont fait que ce qui paraissait être une cicatrice, une blessure, ce départ de la base aérienne, d'en faire un atout pour notre territoire, qui a encore de beaux jours devant lui, puisqu'il y a une troisième tranche qui doit s'ouvrir d'ici 18 mois à la suite des procédures administratives et qui pourra accueillir de nouvelles entreprises, de nouveaux chefs et chefs d'entreprise, des entrepreneuses et des entrepreneurs, avec de nouvelles aventures humaines sur une vingtaine d'hectares sur la commune de la Motte-Servolex. Une vingtaine d'hectares en plus, enfin, dit comme ça, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment énorme. Ça représente quoi une vingtaine d'hectares? Ça va représenter combien d'entreprises, combien de bâtiments? Alors, on se dit qu'à terme, quand Technolac sera arrivé aux limites de sa périmètre, mais la vie n'est jamais terminée, ça sera 8 000 personnes de plus qui pourront être accueillies. Et l'idée, c'est pas ce que ça représente comme foncier ou comme nombre d'entreprises. Ça a été de dire, on cherche pas à remplir une zone d'activité, on cherche à avoir des gens qui correspondent à ce qu'on souhaite pour le territoire. Et donc, on reste dans les énergies renouvelables. Alors, on se pose des questions sur cette troisième étape. Bien sûr, on a accompagné, on a une mission qui a été lancée pour inventer le Savoie Technolac de 2050. C'est différents cabinets qui nous accompagnent. Il y a dès lundi 8 novembre un comité de pilotage. Le 15 novembre, il va y avoir des ateliers où on va associer le maximum de partenaires, de la population aussi. Il y a eu des stands sur le marché du Bourget du Lac pour dire aidez-nous à inventer, à réenchanter, à réinventer le Savoie Technolac, puisque il y a ce chemin qui a été fait sur 35 ans, qui est formidable. C'est tout l'héritage de nos prédécesseurs. C'est comment maintenant, non seulement on le fait vivre, on le développe et on le transmet à une génération future. Et donc, dans cet cadre-là, bien sûr, toutes les idées, toutes les observations sont les bienvenues. On souhaite densifier la ZAC 1, qui a déjà quelques décennies derrière elle, qui mériterait, puisqu'à l'époque, il y avait 60 hectares et il fallait les occuper. Donc, on s'étalait sans se poser des problèmes de volume, de densité des bâtiments et notamment aussi en termes de stationnement. Donc, on a des enjeux forts devant nous. Et puis, bien sûr, de savoir si on veut devenir un parc comme les autres ou si on veut continuer de travailler sur cette excellence, sur les pôles numériques et sur les énergies renouvelables, comme c'est le cas notamment avec l'Institut national de l'énergie solaire ou tout ce qui se développe autour de l'hydrogène. Comment est-ce qu'on fait justement pour attirer ces entreprises-là qui sont quand même spécialisées? Alors, auparavant, c'était des marchés de niche, mais aujourd'hui plus du tout. Comment est-ce que on met la lumière pour dire ici, pour faire du durable, c'est à Technolac qu'il faut être? En étant à l'écoute, en étant disponible. Moi, je mise depuis, j'ai théorisé ça depuis juillet 2016, où dans un journal local, à la fin, dans les brèves, on voyait que le 14 juillet, sur la région lyonnaise, c'était traduit par des incivilités, des incendies. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est ce qu'on veut, nous, à force de vouloir tous s'appeler Grand Chambéry, Grand Lac et d'autres, mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt qu'on mise sur le fait qu'on soit oui, comment je veux dire, si je dis à l'inverse, c'est peut-être un peu fort, mais qu'on développe des valeurs qui sont tout autres que celles des métropoles, qui sont pour moi des colosses au pied d'argile. Et au contraire, de faire comme le bonbon Pimousse, on est petit mais costaud. On a l'Institut national de l'énergie solaire, on a Attaway, on a Énergie-Pool, on a vraiment des perles dans ce domaine-là, sans avoir les inconvénients des grandes métropoles, c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise peut rencontrer le président de Grand Lac ou de Grand Chambéry, peut rencontrer la vice-présidente ou le premier vice-président de Chambéry Grand Lac Économie et ne pas être perdu et ne pas avoir de réponse. C'est la première des aspects. Le deuxième, c'est d'être ouvert à l'innovation et d'apporter un accompagnement. Le vélo à hydrogène, on a aidé à ce qu'il se développe parce qu'on a rencontré Jean-Michel Amari d'Attaway et qu'on a monté avec l'ADEME le projet Cargo qui visait à déployer 15 vélos entre Aix et Chambéry. Et on a fait ce relais-là pour passer de la recherche et du développement à une pré-commercialisation, pré-industrialisation. Et donc, c'est des moyens que la collectivité peut mettre en allant chercher des financements auprès des bons partenaires comme l'ADEME. Et c'est avec cet accompagnement-là
qu'on montre aux chefs d'entreprise que ici, c'est un territoire où il est bien accueilli, bien accompagné et suivi et même précédé. À titre personnel, Luc Berthoud, comment vous envisagez-vous l'avenir de Technolac ? L'avenir de Savoie Technolac, je le vois complètement immergé dans ce qui sera l'hydrogène, je pense, et puis en voyant les contacts qu'on peut avoir, en fait, de faire sur cette partie de territoire, d'avoir les jeunes chercheuses, chercheurs qui inventeront les énergies de demain. Puisqu'il y a encore beaucoup de chemin, on a vu les énergies renouvelables avec les limites qu'elles peuvent avoir, mais quand on a des chefs d'entreprise de haut niveau qui disent « Nous, maintenant, on veut plus faire d'activité sans prévoir de l'hydrogène et du stockage d'hydrogène », ils viennent ici. Alors je sais que d'autres territoires développent l'hydrogène, et tant mieux. Mais si la région a développé son projet de Zero Emission Valley en lien avec l'Europe, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait une appétence ici, qu'on était prêt à être sur l'innovation, à accompagner les chefs d'entreprise et derrière à le faire dans la durée. Je crois que ça c'est important aussi, c'est de s'inscrire dans une durée. Et puis après, bien sûr, je serai très intéressé par tout ce qui sera dit lors des comités de pilotage et des ateliers qui vont associer le plus grand nombre pour m'aider à forger ma conviction. Messieurs, je crois qu'on a été complet. Moi, je pense qu'il faudrait terminer cette émission sur l'avenir de notre territoire, l'avenir de vos territoires d'élus. Claude Giroux, comment vous voyez l'avenir, vous ? Mais écoutez, on a de la chance en Savoie. On a un territoire merveilleux, on est plein d'atouts. Si on a pu réussir Savoie Technolac, si on a pu avoir les Jeux Olympiques, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, on en parle pas, du grand pas en avant que nous avons pu faire grâce à l'obtention des Jeux Olympiques dans ce département, eh bien, tous ces atouts font qu'on peut être optimiste. On peut être optimiste sur l'avenir, la montagne, le tourisme. Alors ce tourisme, en fait, vous nous indiquiez tout à l'heure pourquoi une entreprise choisit de s'installer à Savoie Technolac. Le chef d'entreprise vient d'abord. Il voit ce qui se passe, il échange avec un territoire à dimension humaine. Et comme l'a très bien dit Luc Berthoud, il peut rencontrer les responsables. Mais le week-end suivant, il vient avec sa famille. Et si le territoire n'est pas agréable, s'il n'y a pas ce lac, s'il n'y a pas ces montagnes, s'il n'y a pas ces possibilités universitaires, etc., eh bien, la famille dit au chef d'entreprise, on ne pourrait pas choisir ailleurs. Eh bien, pour notre territoire, la famille, lorsqu'elle vient pendant le week-end avec le chef d'entreprise découvrir le territoire, elle est enthousiaste et elle s'installe. C'est pourquoi nous avons la chance d'avoir ces implantations en Savoie. Et puis le deuxième point, le tourisme en Savoie, c'est merveilleux. Ça attire beaucoup de monde. Ça attire beaucoup de monde. Mais ces familles qui viennent un week-end, qui viennent pendant les vacances une semaine ou 15 jours, eh bien, elles prennent goût à la Savoie. Et alors, lorsqu'on leur dit que professionnellement, ils pourraient venir s'implanter dans ce département, vous avez les enfants qui disent « on pourra faire du ski tous les dimanches, on pourra faire de la voile, on pourra faire toutes les activités sportives, une centaine de disciplines sportives dans le département ». Eh bien, c'est la famille qui pousse le chef d'entreprise à s'implanter en Savoie et à assurer l'avenir de nos enfants. Luc Berthoud, votre vision pour l'avenir de nos territoires? Pas mieux, Claude Giroux a vendu parfaitement le territoire. On a l'impression qu'il parlait avec la foi, l'ardeur d'un nouvel arrivant. Voilà. Simplement, je souscris à tout ça. Jean-Pierre Vial m'expliquait dans l'implantation des entreprises sur Savoie Technolac, il avait plusieurs contacts, parfois des échanges avec des industriels dans différentes régions. Il leur demandait de venir et puis il passait une journée sur Savoie Technolac. Il terminait par un apéritif dans un restaurant sur une terrasse au bord du lac. Et c'est là que les choses se finalisaient. Par contre, il faut qu'on fasse attention à quelque chose, et j'y reviens, c'est qu'on est dans un équilibre très précaire, très fragile. On est très attractif, et il ne faut pas que notre attractivité soit, par le revers de la médaille, quelque chose qui viendrait jouer contre nous, notamment par rapport au prix de l'immobilier, aux questions du logement, qui pourrait être un frein à l'installation. Donc on a quelque part ici un joyau, un cadre de vie unique et voilà, incomparable, mais il faut qu'on travaille à le préserver
tout en étant accueillant. C'est un défi qui est assez difficile et qui est devant nous et que nous devons collectivement relever. C'était une très belle conclusion. Merci beaucoup Luc Berthoud pour l'avoir fait de cette manière. Merci aussi Claude Giroux pour votre intervention. Territoire d'élu, c'est terminé pour cette première. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir vous écouter ce soir. Vous êtes écoutez, bonsoir aux auditeurs de Radio Grand Lac. Merci à tous ceux qui tiennent les manettes de Radio Grand Lac d'une façon merveilleuse. Ils parlent de notre territoire tous les jours. Ils ont un rôle très important en ce qui concerne l'animation et le développement de notre territoire. 1000 fois merci. C'est parfait de l'avoir souligné. Et vous l'avez compris, on a d'ores et déjà envie de revenir dans ce duo. Mais avec grand plaisir. Merci à tous. Donc Territoire d'élu, c'est fini. On se retrouve donc mardi prochain pour un nouveau numéro de Territoire d'élu avec encore beaucoup de surprises et beaucoup de choses à raconter sur nos territoires. À très vite sur Radio Grand Lac.